Avertissement. Cette vidéo va aborder les sujets sensibles que vous voyez apparaître à l'écran. Aucun d'eux ne sera abordé dans les détails et certains seront seulement mentionnés. Toutefois, certains passages pourront s'avérer difficiles. Faites attention à vous. Bonjour à vous, c'est Katsu, ou Ophélie si vous préférez. Ça fait longtemps que je n'ai rien publié ici et pourtant c'est pas l'envie qui manque. Mais ces dernières semaines, je n'ai presque pas eu d'opportunité de m'isoler pour enregistrer. Et en bonne autiste, si les conditions ne sont pas optimales et si les planètes ne sont pas bien alignées, je n'arrive tout simplement pas à créer. C'est pénible, oui, mais j'y travaille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la naissance de notre système d'un point de vue interne. Pour info, un système, c'est un terme psychiatrique qui définit l'ensemble des alters contenus dans une même personne. En d'autres termes, une personne multiple est un système. J'ai longtemps hésité à entrer dans les détails de notre histoire commune, par pudeur dans un premier temps, mais aussi par volonté de nous protéger. Mais après tout, nous restons maîtres des informations que nous décidons de partager. Et surtout, j'ai réalisé lors de ma prise de conscience combien ce genre de témoignage est précieux quand on commence à se poser des questions sur sa multiplicité, même lorsque nos expériences sont différentes. Mais du coup, je me dois de préciser que notre histoire ne repose sur aucune preuve matérielle ou scientifique. Il ne s'agit ni d'un bilan psychiatrique ni d'une anamnèse professionnelle, mais plutôt d'une narration interne, c'est-à-dire l'histoire qu'on a tissée ensemble pour relier les divers éléments de notre existence en tant que système. En d'autres termes, je ne pourrai jamais être sûre de ce que j'avance, mais par contre j'en ai l'intime conviction. Il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais il semblerait que je ne sois pas l'identité originelle de ce système comme je l'ai longtemps cru. Ça peut paraître étrange formulé comme ça, surtout si vous n'êtes pas multiple. Mais il semblerait que je sois apparue vers l'âge de 4 ou 5 ans. C'est un sentiment qui est profond et alimenté par le fait que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, tandis que d'autres identités, comme Chill par exemple, en ont beaucoup plus. Je sais aujourd'hui qu'au début de la vie, nous nous ressentions comme un tout. Un tout certes balbutiant, mais uni dans une expérience commune et indivisible. Ce fameux tout, nous l'appelons Oz, comme le Shadows. C'est pour nous l'identité originelle, l'identité qui n'existe plus aujourd'hui. Vers l'âge d'environ 4 ans, cette identité s'est brisée en 3 parties à la suite d'un traumatisme qui est encore inconnu à ce jour. La partie principale, appelée coquillage, renfermait l'essentiel de nos souvenirs traumatiques. La deuxième, un peu moins dense, s'appelait Adélaïde et portait la charge traumatique restante. Et la troisième, insouciante et sans souvenir traumatique, c'était moi. C'est donc tout naturellement que je fus placée comme l'hôte du système vers l'âge de 5 ou 6 ans. Alors l'hôte, c'est l'identité la plus présente qui va gérer l'essentiel du quotidien. C'est l'identité que l'extérieur connaît la mieux en général, c'est la partie la plus adaptée en apparence puisqu'elle ne porte pas le poids des traumatismes. Bien sûr, je n'avais aucune conscience d'être multiple. À cette époque, Coquillage et Adélaïde étaient des amis imaginaires qui me suivaient partout. Comme j'étais passionnée par les animaux, ils avaient pris la forme de petites chimères mi-renard, mi-écureuil avec des ailes, sans doute pour mieux interagir avec moi. Pour moi, ils étaient un peu comme des petits anges gardiens avec lesquels je pouvais jouer et discuter. D'ailleurs, je croyais si fort à leur existence physique que j'ai même convaincu des copines d'école de ramener du parfum et des bijoux en or dans la cour de récré pour attirer à nous les 2 petites chimères, qui avaient visiblement le goût du luxe à cette époque. Mais je n'en suis pas vraiment fière d'ailleurs, parce que certaines de ses copines se sont fait sévèrement gronder pour avoir vidé par terre des parfums hors de prix et perdu des bijoux très précieux. Mais bon, ça vous donne une idée de l'importance que ces petits personnages avaient dans ma tête. Mon quotidien d'enfant est assez flou aujourd'hui. Je sais qu'il oscillait entre l'insouciance et la violence psychologique, entre le harcèlement scolaire et un trouble du spectre autistique qui est non détecté et qui a beaucoup affaibli mes défenses. J'étais une petite fille dans la lune. Intelligente mais trop sensible. Je m'enfermais dans mon monde imaginaire et je partais seule dans les bois pendant des heures pour observer les animaux. Bref, j'étais sauvage et solitaire. Vers l'âge de 8 ans, je suis tombée en dépression. Une dépression suffisamment sévère pour avoir carrément envie de mourir. J'ai vu un psychologue une fois, mais mes émotions furent bien minimisées et j'ai fini par tout garder pour moi. C'est à ce moment que Coquillage et Adélaïde ont commencé à disparaître doucement de mes jeux d'enfant. Je n'avais plus trop de place pour eux. En plus, à l'école, on se moquait de moi parce que je leur parlais à haute voix. Bref, il était temps de grandir. La séparation brutale de mes parents à mes 11 ans fut le traumatisme de trop. Coquillage et Adélaïde, déjà lourdement chargés, se sont tous les 2 divisés.
Adélaïde s'est scindée en 2 parties qui existent toujours aujourd'hui. Il s'agit de Katie et Mina. Katie, la part la plus sombre et dépressive, s'est apparemment mise en sommeil peu après. Je n'ai vraiment aucun souvenir de cet altère à cette époque. Mina, la part joyeuse et insouciante, est restée à mes côtés durant toute mon adolescence. C'est d'ailleurs la seule qui avait un visage bien à elle à cette époque. C'était une adolescente rousse avec 2 couettes toutes rondes qui m'apparaissaient par flash dans ma tête. Toutes les autres identités n'avaient soit pas de visage, soit prenaient le visage de personnages fictifs, des personnages ou de dessins animés, ou de séries, ou de livres d'ailleurs. Et Mina était la seule à avoir son visage à elle. Coquillage, de son côté, s'est également brisé en 2 parties. L'une douce et réfléchie, que nous appellerons H, et l'autre fanfaronne et colérique, du nom d'Albacide. H était l'altère le plus proche de son identité mère, à savoir Coquillage. Il est probablement la partie la plus dense et la plus traumatisée de tout le système. Il avait la lourde charge de porter les traumas liés aux agressions physiques et verbales, aux humiliations et aux rejets liés à mon autisme non détecté. Mais il disposait également d'une palette d'émotions positives qui m'inspirait beaucoup et m'offrait une certaine capacité de résilience, notamment à travers la création artistique et le rapport à la nature. C'est grâce à lui et à mon père que j'ai développé mes capacités en dessin et nourri un grand intérêt pour raconter des histoires. Albacide, quant à lui, portait la charge du harcèlement scolaire et des interactions sociales. Il était tour à tour avenant, séducteur et bagarreur. Il m'a d'ailleurs mise plusieurs fois dans le pétrin en me plongeant dans des bagarres de récré. Ça ne me ressemblait pourtant pas de me montrer violente, mais parfois je perdais le contrôle à force d'accumulation. Au collège, je me souviens avoir fait dégringoler un garçon dans un énorme escalier en colimaçon parce qu'il m'avait craché sur la joue en me doublant. Sans réfléchir, je l'ai agrippé par les cheveux et tiré en arrière. Il a dévalé les marches sous les yeux horrifiés des autres élèves et moi, j'ai poursuivi tranquillement mon chemin sans le moindre regard pour lui. Ce garçon n'est pas revenu à l'école le lendemain, mais a priori, il s'en est bien sorti. En fait, pour être franche, je ne me souviens pas du tout de la suite des événements, mais je pense que s'il lui était arrivé quelque chose de grave, je l'aurais su. Aujourd'hui, je m'en rends compte, sa chute aurait pu être vraiment grave. Quand je vois comment moi je boite depuis des jours après m'être vautrée dans les petits escaliers chez ma mère, je me dis que j'aurais très bien pu le tuer, ce garçon, il y a 20 ans. Mon adolescence fut particulièrement chargée en traumatismes, parmi lesquels la tentative de suicide de mon père vers mes 13 ans, qui brisa H en 2 pour donner naissance à une nouvelle identité qu'on appelle l'horloger. L'horloger est un jeune homme au style très burtonien qui vit reclus dans une tour au fin fond de mon monde intérieur. Lui aussi avait son propre visage d'ailleurs, et il existe toujours aujourd'hui. Il me fait beaucoup penser à Édouard aux mains d'argent, tant dans son apparence que dans son mode de vie reclus. Il semble terrifié par l'extérieur et s'entoure beaucoup d'objets anciens. Sur la façade de sa tour, il y a 2 grandes horloges, l'une est cassée et l'autre n'est pas à l'heure. En fait, je crois que l'horloger est une partie qui symbolise la peur de la mort qui était, et qui est toujours, très envahissante chez H. Sans surprise, c'est aussi la personnification de notre peur du temps qui passe. C'est une peur qui est omniprésente tant j'ai tendance à perdre mes souvenirs et la notion du temps. Parfois j'ai l'impression que ma vie vient juste de commencer alors que j'approche la quarantaine. C'est vraiment vertigineux comme sensation et très angoissant bien sûr. H aussi existe toujours, et j'en parle souvent sous un autre nom. En fait il s'agit de Chill. À cette époque son identité n'était pas encore stable, et pour cause, puisqu'il se divisait régulièrement pour alléger un peu le poids des traumas qu'il absorbait comme une éponge pour me préserver. De plus, à cette époque, H était la seule identité du système à être consciente que nous étions multiples, et il cherchait régulièrement à rentrer en contact avec moi. Pour faire ça, il avait tendance à prendre le visage de personnages de fiction qui me plaisaient beaucoup. À ce moment-là, c'était au travers du personnage de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. J'étais fan de cette œuvre et j'écrivais beaucoup de fanfiction dessus. Évidemment, j'en avais pas conscience, mais ces fanfictions étaient de véritables espaces d'échange, entre moi et H notamment. C'est d'ailleurs assez troublant pour moi de les relire aujourd'hui. Puis le grand trauma est arrivé. Alors, je vais vous prévenir que ce passage est le plus dur de tout le podcast. Il va notamment traiter d'agressions sexuelles et de domination, de manipulation. Du coup, pour ceux qui souhaiteraient sauter ce passage, je laisserai un icône sur l'écran qui va durer tout le temps du récit. À l'âge de 16 ans, pour ma première fois, j'ai été violée par mon copain qui avait 10 ans de plus que moi. Parce que bon, vous comprenez, ça faisait déjà 2 mois qu'il attendait que je me décide, donc bon, faut pas déconner non plus, hein. Et moi, en bonne gamine, bien formatée par la société, j'ai culpabilisé au lieu de partir, en croyant que tout était de ma faute parce que, bon, c'est vrai, c'est un homme après tout, il a des besoins, quoi. Cet enfer a duré environ 8 mois avant que je me décide à partir. 8 mois de contraintes et d'humiliation. Oui, monsieur faisait des paris avec ses copains pour savoir lequel allait réussir à me passer dessus en premier. Alors je vous laisse imaginer l'ambiance des soirées que je passais avec eux, hein.
Heureusement, je suis partie avant que ça finisse en fait divers dans une cave glauque. Bon, cet épisode traumatique m'a laissé des séquelles, évidemment, dont la découverte d'une nouvelle identité particulièrement cringe. Cette identité s'appelle Théodore, et c'est la première fois que je parle de lui. Pour vous annoncer la couleur, Théodore c'est un alter fictif associé au personnage de T-Bag dans la série Prison Break. Bon alors si vous ne le savez pas, T-Bag est un tueur sanguinaire, pédophile, nécrophile et profondément raciste. Bref, un charmant personnage. Mais en fait, quand cette série est sortie, j'ai adoré détester ce personnage. Je le trouvais très bien écrit et incroyablement interprété par l'acteur. Jusqu'à ce qu'il apparaisse dans mon système. Théodore est en réalité un fragment qui existerait depuis l'enfance. Pour faire simple, un fragment, c'est un alter qui est moins développé que la moyenne. On pense qu'il provient du tout premier traumatisme qui est à l'origine de notre système. Je ne sais pas exactement quand il est apparu, mais je sais qu'il était déjà présent vers l'âge de 6 ou 7 ans et qui projetait dans ma tête des images très violentes de domination. Et le fait qu'il ait trouvé un écho dans le personnage de T-Bag, ce n'est pas franchement rassurant. Bref, vous comprendrez que je sois mal à l'aise à l'idée de parler de lui. Toutefois, ce fragment n'est absolument pas dangereux. Il reste terré dans les replis de mon monde interne et se contente de m'envoyer des images bien glauques à n'importe quel moment de la journée. Un vrai plaisir. Malheureusement pour moi, cet épisode dramatique s'est répété quelques temps plus tard avec un metteur en scène narcissique et manipulateur qui m'a tenu sous son emprise durant près d'1 an et a fini de détruire le peu d'estime qu'il me restait encore. Il paraît d'ailleurs que les femmes autistes attirent beaucoup ce genre de prédateurs. C'est dans les moments comme ça que je regrette vraiment de ne pas avoir été détectée plus tôt. C'est à cette époque, je crois, que Katie s'est réveillée. C'est l'époque de ma coloc à Paris. J'ai alors commencé à boire beaucoup, à développer des troubles du comportement alimentaire et à me blesser volontairement. Bref, c'était pas chouette comme période. Surtout qu'Albacide venait régulièrement mettre son grain de sel en nous entraînant dans des aventures dégradantes et sans lendemain. D'ailleurs, c'est aussi à cette époque que les blackouts ont commencé à m'interpeller, comme cette fois où je me suis réveillée au beau milieu d'un festival de banlieue sans me souvenir de ce que je faisais là, ou encore la fac. La fac... C'est à peine si je m'en souviens, et pourtant ça s'étend sur une période de presque 5 ans. À l'âge de 26 ans, j'ai découvert mon TDAH, et j'ai cru pendant un temps que ça suffisait à expliquer plein de choses, comme mon côté lunaire et les pertes de mémoire. Ah bah oui, c'est normal si j'oublie ma vie, c'est à cause de l'inattention du TDAH. C'est normal si je change brutalement de goût et de comportement, c'est à cause de l'impulsivité du TDAH. C'est vrai que le TDAH expliquait des choses, mais je n'avais toujours pas conscience à cette époque de la nuance entre l'impulsivité et la perte de contrôle, entre l'inattention et l'oubli pur et simple. Évidemment, comment peut-on se dire logiquement qu'en fait, on n'est pas tout seul dans sa tête ? C'est juste impensable. Pendant plusieurs années, j'ai poursuivi ma vie d'adulte en pilote automatique. Je n'écrivais plus beaucoup, je ne dessinais plus beaucoup, bref, je n'avais plus vraiment de contact avec mon monde interne. En fait, je n'avais plus le temps ni l'énergie de me poser des questions existentielles. Il fallait d'abord que je survive dans la société, en trouvant par exemple des boulots que je n'arrivais jamais à garder, en encaissant les moqueries des collègues parce que j'étais une fille bizarre, à l'ouest ou un peu neuneux. Le monde du travail, les relations sociales et intimes étaient décidément un casse-tête épuisant pour moi. Puis un jour, à 31 ans, j'ai décroché un CDI comme éducatrice spécialisée. J'ai tenu presque 4 ans là-bas. Un record pour moi. À cette époque, j'ai aussi repris le dessin et l'écriture de fanfiction après m'être soudainement entichée de l'univers des jeux vidéo de The Legend of Zelda. J'adorais m'immerger dans ce monde médiéval et féerique. Ça me rappelait ma passion dévorante pour le Seigneur des Anneaux quand j'étais ado et surtout, ça me faisait un bien fou de retrouver ma créativité à travers ce média. Aussi, j'ai commencé à nourrir une profonde affection pour le personnage de Link qui se déployait à travers mes fanfictions. Alors, dans les jeux Zelda, Link est un avatar sans véritable background. On ne l'entend jamais parler et on ne sait rien ou presque de son histoire. En fait, il s'agit d'une coquille vide conçue spécialement pour que les joueurs puissent entièrement se l'approprier. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Link a littéralement pris vie dans ma tête. Il s'est développé jusqu'à acquérir une personnalité complexe et il venait très souvent discuter avec moi. Il m'emmenait souvent explorer les méandres inconnus d'Hyrule, qui s'avéraient en fait être des pans de mon univers interne. Il m'apaisait et il m'aidait à supporter le quotidien difficile qui était lié à mon travail. Bref, il était omniprésent dans mon esprit. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis posé de nouvelles questions sur ma santé mentale. Parce que bon, soyons francs, c'est pas si banal de faire une fixette soudaine sur un personnage de jeu vidéo à 30 ans passés, au point de discuter avec lui tous les jours et de préférer sa compagnie aux gens réels. Cette relation était d'autant plus inquiétante que ce personnage commençait à avoir un énorme impact sur mes émotions. À mesure que je m'effondrais à mon travail, Link devenait de plus en plus tourmenté.
Il me racontait des histoires sombres où il se faisait violenter, il m'envoyait des images de lui dans des états de vulnérabilité et de souffrance intense qui pouvaient carrément me déclencher des crises de panique. En fait, ce personnage, c'était Ash. Il avait tout simplement revêtu l'apparence d'un personnage fictif qui lui correspondait pour dialoguer avec moi, et depuis des mois, il s'acharnait à m'envoyer des messages d'urgence que je n'ai malheureusement pas écoutés. En 2018, j'ai fait un burn-out sévère qui m'a amené plusieurs fois aux urgences psychiatriques. On m'a tour à tour qualifiée de bipolaire, de borderline ou de HPE, trop intelligente pour être heureuse. Sans qu'aucun de ces pseudo-diagnostics ne vienne expliquer le véritable fond du problème. Ce burn-out a provoqué une nouvelle cassure dans mon esprit sur l'identité d'Albacide, qui s'est d'ailleurs scindée en 2 parties qui deviendront plus tard Beltane et Ellis. En parallèle à ça, tandis que je m'étais réfugiée dans les montagnes chez ma mère, une idée de roman a popé tout d'un coup dans ma tête. Ce roman parlait notamment d'un jeune homme à l'allure elfique, étonnamment proche de Link, qui était capable de matérialiser ses rêves et ses émotions dans le monde réel. Tiens donc. Et c'est comme ça que Ash est devenu Chill. Son nom et son apparence étaient enfin fixés. Peu importe le fait qu'il ressemblait beaucoup au personnage dont il s'est servi pendant des années pour garder le contact avec moi. Bon, moi évidemment, je n'avais toujours pas compris qui il était vraiment. Je pensais juste que j'étais une très grande fan de Zelda et que Chill était une transposition du personnage de Link dans un univers original. Il en allait de même pour d'autres personnages du roman comme Beltane, Ellis ou encore Katie, qui apparaissaient déjà dans mes fanfictions depuis des années. Là encore, j'imaginais simplement qu'ils représentaient des archétypes de personnages qui me plaisaient bien, et puis c'est tout. L'écriture de ce roman devint très vite obsessionnelle, et ma relation avec les personnages, et plus particulièrement avec Chill, était là encore très fusionnelle. Chill, je le voyais tout le temps. Je discutais beaucoup avec lui, et j'avais même l'impression parfois qu'on dormait ensemble la nuit. Oui, l'aspect fusionnel pouvait aller jusque-là. Il était comme un double dans ma tête, à la fois très similaire et très différent. Il me touchait beaucoup, il m'aidait à comprendre certaines choses sur moi-même. J'adorais passer du temps avec lui et les autres, c'était à la fois thérapeutique et très stimulant. Mais les soucis de santé mentale n'étaient toujours pas réglés. En 2021, la dépression et les crises d'angoisse m'ont rattrapée, en mettant au point mort tous mes projets et ma créativité. Chill a de nouveau commencé à m'envoyer des flashs et des émotions très tourmentées. Moi, de mon côté, je perdais la notion du temps et du réel, au point que je ne garde d'ailleurs de cette année que des souvenirs très flous. Mais le gros cataclysme est arrivé l'année dernière en 2022. C'est l'année où j'ai enfin compris. J'avais spontanément commencé à me renseigner sur l'autisme sans trop savoir ce que je cherchais. En fait, j'avais besoin de trouver des réponses à mes difficultés, à mon décalage et à ma fatigue constante. Et je n'ai pas été déçue du voyage. Cette première prise de conscience en avril 2022 m'a vraiment cassé les pattes. Tout concordait, c'était effrayant. L'une des plus grosses gifles que j'ai reçues, ce fut en relisant le premier jet de mon roman. J'ai réalisé que Chill me criait sa vérité depuis le début à travers cette histoire. À travers notamment ses propres crises, à travers ses mouvements répétitifs, ses difficultés de communication, son hypersensibilité, son décalage et le rejet qu'il inspirait, bref, c'était vraiment très troublant. La prise de conscience sur ma multiplicité est arrivée 2 mois plus tard, lorsqu'une personne que je suivais sur les réseaux sociaux a parlé de son diagnostic de trouble dissociatif de l'identité. Je me suis d'abord renseignée sur ce trouble par curiosité. Il me faisait écho, bien sûr, mais il était impensable que ça puisse me concerner. C'était bien trop grave et bien trop spectaculaire pour ça. De plus, je n'avais rien vécu d'assez atroce pour développer ce genre de trouble. Ce n'était donc pas possible. Il me faudra attendre encore presque 2 mois pour que je m'effondre en larmes un soir de juillet devant une vidéo de la chaîne Partiel. D'un seul coup, j'ai senti les pièces d'un immense puzzle s'emboîter dans un frisson et tout devint limpide dans ma tête. Je venais enfin de comprendre le sens de tout ce que je vivais depuis des années. C'est à ce moment que j'ai eu un flash de Chill, debout devant moi dans notre monde intérieur, qui me faisait un signe de la main avec un sourire ému. On s'est pris dans les bras tous les deux et on a pleuré pendant une bonne heure. Pour moi, c'est l'un des moments les plus intenses de ma vie. J'ai progressivement pris conscience de tous les autres, Beltane, Ellis, Katie, Mina, l'horloger, Théodore et quelques autres, tous ces personnages qui vivaient dans ma tête depuis des années me déroulaient leur petit fil d'histoire qui, tissés tous ensemble, n'en formaient qu'une seule. C'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne vit pas ça, mais c'est réellement très émouvant de se sentir enfin unifié après toutes ces années. Aujourd'hui, je leur suis très reconnaissante d'avoir réussi à nous tenir en vie dans l'ombre pendant toutes ces années.
Ils ont encaissé les épreuves, ils ont pris le relais et ils ont manœuvré avec brio durant une 30aine d'années sans même que je m'en rende compte. Certains comme Chill ont tout fait pour garder le contact coûte que coûte en empruntant les visages de personnages associés à mes intérêts spécifiques. Et ce que je trouve incroyable aujourd'hui, c'est de réaliser qu'aucun de ces personnages n'a été choisi au hasard. Ils avaient tous la particularité d'avoir de grands yeux bleus, une petite taille et des oreilles en pointe, qui rappellent les attributs de Coquillage et l'identité originelle de Chill. Ils avaient aussi une tendance introvertie et voyageaient tous deux en solitaire ou presque dans des paysages dangereux et désolés. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fascine de savoir que le cerveau est capable de développer une telle symbolique de manière complètement inconsciente. Enfin, moi je n'étais pas consciente. Chill, lui, l'était apparemment depuis très longtemps. Peu importe ce qu'on pense du fait d'avoir des relations fortes avec des compagnons mentaux. Je trouve que notre histoire est belle, et je ne la renierai pour rien au monde. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est soulager la souffrance de mes identités les plus tourmentées et finir ce roman qu'on a commencé ensemble et qui m'a appris tant de choses sur moi. Après tout, je leur dois bien ça.